Mon devoir d'allemand, en 7 minutes, est particulièrement difficile à accomplir. Fresnes 1942. Les nazis vont condamner ces résistants de la première heure. Certains vont être fusillés, d'autres déportés. Agnès Humbert, 5 ans en Allemagne. Léon Maurice Nordmann, vous êtes accusé de crimes graves contre l'Allemagne, condamné à mort. Yvonne Audon, Sylvette Leleu, Pierre Walter, Anatole Levitsky, René Sénéchal, dit Le Gosse, condamné à mort. Boris Wilde, alias Monsieur Jacques, condamné à mort. Les autorités allemandes prononcent un jugement particulièrement sévère. Il s'agit de faire un exemple avec ces condamnations. Comment ces femmes et ces hommes ont-ils été amenés à comparaître devant ce tribunal militaire allemand? Les Allemands sont entrés à Paris. Le musée de l'Homme était le lieu privilégié d'apparition des premiers mouvements de protestation. Tout allait mal, on a l'impression que tout était fichu. Et donc il y a Boris Wilde, Anatole Levitsky, qui est son collègue, qui est aussi très important, dont on parle moins, Yvonne Audon, qui était l'amie de Levitsky, et puis un peu plus tard, Germaine Tillon, qui est arrivée, elle était en Algérie en train de faire des relevés sur le terrain, et ils se sont absolument pas concertés pour dire on va faire quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire, je serai le chef, tu seras le secrétaire. Ils ont chacun de son côté entrepris quelque chose. Et tout ça, ça fait pas un amalgame, mais des liens comme ça, comme des planètes là séparées, qui se retrouvaient plus ou moins liées, pas toutes les unes aux autres, mais chacun avait plus ou moins un contact qui disait « Ah ben oui, nous on est contre la politique du maréchal Pétain, qui est une politique de soumission qui va nous mener à la catastrophe, à la déchéance de la France. » Ils ont contacté d'autres personnes qui ont eu des activités de leur côté. Il y a eu des passeurs, des gens qui transportaient des nouvelles et aidaient à franchir la ligne de démarcation qui séparait les deux moitiés de la France. C'est l'arrêt tout à l'heure, le groupe de Béthune. René Sénéchal. Justement, nous sommes allés demander sur place pour comprendre comment Béthune s'était connecté à Paris. Nous sommes allés à Béthune pour rencontrer M. Caron. Le lieu de rendez-vous était juste à côté du garage d'où Sylvette Leleu partait avec sa camionnette pour exfiltrer les aviateurs anglais. René Sénéchal, qui faisait déjà passer des aviateurs anglais, des évadés ou des juifs en zone libre, connaissait Anatole Levitsky. Il a donc permis la jonction entre Béthune et le musée de l'Homme. Ici, vous avez le même site. Alors nous sommes ici, on est assis là, une de ces tables, et vous voyez bien, automobile, en face de la gare. Juste en face de la gare. Petite publicité, vous avez le nom du garage Gilbert Leleu qui apparaît au 1 de la place de la gare. Gilbert Leleu est lieutenant aviateur, et ce sera l'un des premiers tués de la guerre. Son avion sera descendu au-dessus de l'Allemagne. Suite à l'appel du général de Gaulle, elle va décider de continuer le combat, quoi.
Et c'est de là qu'elle se raccroche à l'un des tout premiers réseaux de la résistance, c'est-à-dire le réseau du musée de l'homme. Papiere, Fahrausweis. Schranke aufmachen. Le groupe du musée de l'Homme pratique aussi l'espionnage. René-Yves Creston, sociologue au musée de l'Homme, photographie la base sous-marine de Saint-Nazaire, alors en construction, et transmet les clichés au service secret britannique. Mais l'un des autres actes forts du groupe du musée de l'Homme, c'est lorsque, sous l'impulsion de Boris Vildé et Yvonne Othon, ils ont décidé de diffuser un journal. Donc ils se sont réunis et ils ont dit comment on va appeler notre journal. Alors certains voulaient l'appeler Libération, d'autres Combat, d'autres... et c'est Yvonne Othon qui a dit mais attendez, nous ne sommes pas libérés et nous ne sommes pas des combattants le fusil à la main. Nous résistons. Rapidement, dès 1940, les sanctions tombent. Paul Rivet est démis de ses fonctions et Marcel Mauss, le maître de Vildé, Lévitsky et Tillon, est mis à la retraite. Lévitsky et Evelyne Othon, c'était des jalousies de collègues du musée qui les ont dénoncés parce que on s'était aperçu que la nuit, les rotatives du musée dans la cave servaient à fabriquer des feuilles volantes, le journal Résistance. D'autres ont été dénoncés par un membre du groupe. En octobre 1940, le groupe est infiltré par Albert Gaveau, un agent de l'ASD, le service de renseignement SS. Pour l'ASD, Gaveau est un V-man, V pour Verbindung, homme de confiance. Dans les territoires occupés, les Allemands installent des instruments chargés de la répression. Ils s'appuient sur l'Abwehr dont le siège est à Paris, dans le luxueux hôtel du Lutetia. Ils s'appuient aussi sur la Gestapo, installée au 72 avenue Foch, au 180 rue de la Pompe et au 11 rue des Saussaies. L'ensemble est commandé de Berlin, autour de l'actuelle Niederkirchnerstraße. Sur les vestiges des bâtiments qui abritaient les services de la Gestapo et de la SS, il y a aujourd'hui le musée Topographie d'Esterhorst, consacré aux crimes du nazisme. L'Abwehr et la Gestapo utilisent des agents doubles infiltrés dans les organisations de résistance. Dans ces archives allemandes et françaises qui datent de la Libération, on voit que les renseignements de Gaveau ont permis l'arrestation de presque tous les membres du groupe du musée de l'Homme. L'utilisation des taupes était une méthode courante, efficace et peu coûteuse. Les opposants de la première heure sont des novices de l'action clandestine. Ils doivent tout inventer et ils ne sont pas préparés à affronter les services de police allemands, en particulier l'Abwehr et la ZIPO-SD. Ces services, aidés par la police et la justice de Vichy, se mettent immédiatement en chasse. C'est presque tout à Paris. On attend juste un copain qui viendra avec nous. C'est ça. Bah, je sais pas comment il s'appelle. Fais voir la liste. Police française, est-ce que vous êtes? La veille de cette descente, le 4 janvier, le procureur Maurice Gabold fait un rapport synthétique où il indique qu'il a ouvert une information contre Norman et ses complices. Pour cette procédure, il reprend les dispositions du décret du 24 juin 1939 qui réprime la publication et la distribution de tracts d'inspiration étrangère. Gabold ajoute que les autorités allemandes se saisissent de cette affaire et que le dossier leur sera remis rapidement. Résistance. Vous avez pas menti. Qui vous a dit quoi? Ici, les policiers suivent à la lettre l'article 3 de la Convention d'armistice qui indique que toutes les autorités françaises devront se conformer aux réglementations des autorités allemandes et collaborer avec ces dernières d'une manière correcte. Boris Vildé est le dernier membre à se faire arrêter. Suite à un stratagème de Gaveau qui le fait revenir de zone libre, il est arrêté le 26 mars 1941 à 15h, place Pigalle. Il avait alors toute confiance en Gaveau. Il est ensuite emmené rue des Saussaies pour y être interrogé. Nous connaissons aussi la trahison de Gaveau grâce au témoignage de Germaine Tillon, ici écrit en chaoui pour qu'il ne soit pas compris. Il y aura un dernier numéro de Résistance. Il a été entièrement rédigé par Pierre Brossolette. Il a été contacté par Agnès Imbert juste avant que celle-ci ne soit à son tour arrêtée. C'était
rapidité extrême. Le seul recours qui était permis, c'était l'aumônier des forces militaires allemandes, qui a écrit un livre et qui est devenu... Ensuite, il a été tellement éprouvé, lui aussi, par tous ces gens qu'il a vu partir là pour être fusillé et qu'il est entré dans les ordres. Ma bien-aimée, Irène chérie, pardonnez-moi de vous avoir trompé. Quand je vous ai embrassé pour la dernière fois, je savais déjà que c'était pour aujourd'hui. Je demande à être fusillé le dernier. Avec lui. À vrai dire, je suis déjà tellement engagé dans le chemin de la mort que le retour à la vie me paraît de toute façon trop difficile. Sinon impossible. Ma chérie, pensez à moi comme à un vivant et non comme à un mort. Gardez comme dernier souvenir mon alliance. Je l'embrasse avant de l'enlever. Comme toujours impassible et courageux. Inutilement, je servirai de cible aux 12 fusils allemands. C'est une des grandes femmes résistantes. Bon, maintenant, elle repose au Panthéon. Enfin, elle ne repose pas. De la terre de sa tombe est au Panthéon. Et elle a pris la tête, mais pas pour très longtemps. Parce que, comme vous le savez, elle a été arrêtée quelques mois plus tard, à l'été, et envoyée à Ravensbrück. À l'été 1942, Germaine Thion est trahie par Robert Allèche, un abbé qui est surtout agent de l'Abwehr. Il est responsable de très nombreuses arrestations de résistants et Germaine Thion est interpellée en gare de Lyon le 13 août 1942. Allèche est un sinistre personnage. Pendant la messe, il incitait les jeunes à intégrer la résistance pour ensuite les dénoncer contre de l'argent. Il a été condamné à mort et fusillé en janvier 1949. La peine des femmes du groupe du Musée de l'Homme est commuée en déportation. Julien Blanc nous apprend qu'elles reçurent la nouvelle avec soulagement, mais elles ne savaient pas ce qui les attendait. Le parcours forcé de Sylvette Leleu témoigne du calvaire qu'ont enduré nombre de résistants français et européens qui ont été arrêtés et déportés. Madame Chambardelot est venue témoigner dans notre lycée. Elle a été déportée à Ravensbrück. Comme elle, les déportés du groupe du Musée de l'Homme ont un statut spécial. NN, ça veut dire sûrement quelque chose. Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Le statut de NN a été créé en 1941. C'est une idée personnelle de Hitler, qui était exaspéré par les lenteurs de la justice militaire allemande. Il permet la déportation secrète et rapide des détenus. C'est une arme de terreur qui, dans les territoires occupés, est du ressort des Sondergerichte, les tribunaux spéciaux nazis. Les conditions à l'aller n'a pas été comme certains des wagons en question entassés, non. On est voyagé très serré dans des wagons, mais des wagons à peu près normaux, mais encadrés par les policiers allemands avec les armes à la main, comme des gens dangereux. Lorsque Germaine Thion arrive dans le camp, fin octobre 1943, elle a 36 ans. Elle reçoit le matricule 24 588. Certaines femmes ne restent que peu de temps car elles sont expédiées vers les camps satellites qui sont des sites de travaux forcés ou vers les camps d'extermination. Très vite, elle apprend l'existence d'Auschwitz et du goulag soviétique. On peut supposer que l'arrivée de toutes les prisonnières se déroule selon la même procédure humiliante. Les déportés sont privés de tout. On enlève à Germaine Thion son gros sac avec ses documents de thèse. On ne lui laisse qu'un mouchoir et sa brosse à dents. Tous les objets confisqués sont stockés dans un bâtiment que les déportés appellent le trésor. Sylvia Salvesen décrit la triste suite. Nous sommes restés toutes nues pendant 2 heures en attendant que l'eau coule. Nous avions une douche pour 4 et l'eau ne coula que pendant 4 minutes environ. Ensuite, les déportés reçoivent un triangle de tissu avec un matricule à coudre sur la manche gauche. Les Françaises du groupe du Musée de l'Homme ont reçu ce triangle rouge qui signifie politique. Dans le triangle, la lettre indique parfois la nationalité. Les commandants SS ont droit de vie et de mort sur les détenus. Ils doivent s'assurer de la rentabilité économique du camp à tout prix. De sa fenêtre, la famille des commandants pouvait observer le cortège des pauvres femmes regagnant les baraques. Mais quelle pouvait être leur réaction devant un tel spectacle? Le premier coup de sirène le matin 3h20, levé. Et là, on se précipite pour sortir. On nous distribuait un quart de quelque chose.
une vague tisane, c'est pas du vrai café, je sais pas quoi. Et on sort, on est debout, immobile, pendant 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce que tout le camp soit compté, baraque, enfin. Mais sont arrivés les froids de l'hiver, les pluies d'abord. Or, qu'est-ce qu'on a sur le dos? On a une chemise, une culotte et la robe. Vous avez vu peut-être sur les photos, une robe d'uniforme rayée. C'est pas chaud du tout. On gelait sur place. Il y avait il y avait un thermomètre, j'avais une opération pour les paysans dans le nord d'Allemagne jusqu'à -20. Et puis les gens meurent glacés de froid. Ravensbrück, qui pendant longtemps n'a pas été un camp d'extermination, a toujours été un camp de la mort lente. Elles ont construit cette route ou agrandi le camp. Ravensbrück est le plus grand camp de femmes du Reich. Le travail 12 heures par jour, l'épuisement, puis si vous ne travaillez pas comme il faut, on est battu, etc. Jusqu'en 1944, le travail intensif est le principal mode d'extermination. L'une des redoutables corvées est celle du rouleau. Les rangées de baraques peintes en vert foncé et bien alignées ont été construites sur une immense étendue de mâche-fer noir qui se transforme en boue ou en poussière selon la météo. Pour l'aplanir, il faut passer un énorme rouleau en béton qui peut atteindre 3 mètres et qui peut peser presque 1 tonne. Après leur harassante journée de travail, les déportés peuvent regagner leur baraque et se reposer. Enfin, se reposer, c'est un mieux grand mot. La nuit ne permet pas le repos, mais au moins, les blocs permettent d'échapper temporairement aux brimades, aux insultes, aux chiens, aux coups. Elles doivent s'entasser sur des chalits qui sont des planches insérées dans un cadre. Les détenus dorment à 2 sur ce chalit de 70 cm de large. Elles devaient dormir à 2 et il était impossible d'être sur le dos côte à côte. Les conditions d'hygiène y sont déplorables, surtout quand certaines souffrent de diarrhée ou d'incontinence. Quand on commence à avoir faim, est-ce que la soupe va arriver? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe? Quelques morceaux de navet, qui dit rutabaga, pas grand-chose. Et je me souviens un jour, les camarades avaient été au champ et on a cherché des bidons qui ramenaient la soupe, comme ça, les bidons. La soupe, il y a eu une maladresse, elle est tombée par terre, elle était renversée. Et ben, les femmes se précipitaient à 4 pattes pour manger avec la terre, etc., la faim. Et puis les coups, parce que quand on ne travaille pas assez, de temps en temps, on est battu. Et puis la peur des chiens, parce que les surveillantes, les femmes SS, hommes et femmes, étaient toujours accompagnées dans leurs chiens. La mortalité dans le camp est particulièrement forte. Sur les 8500 femmes déportées de France par mesure de répression, 6600 sont passées par Ravensbrück. Pour l'Europe, de 1939 à 1945, on estime qu'environ 40 000 déportés ont trouvé la mort dans ce camp. Les détenus NN qui sont affectés au bloc 32 sont les témoins des sévices subis par les Polonaises au nom de pseudo-expériences médicales. Geneviève de Gaulle-Antonius témoigne. Je pense aux jeunes filles polonaises qui ont subi des prélèvements d'os et de muscles, certaines jusqu'à 6 fois. Leurs blessures étaient volontairement contaminées par les médecins avec la gangrène, le tétanos ou le streptocoque. Les femmes incapables de travailler sont emmenées de nuit en cachette pour être gazées. Ces transports noirs, comme on les appelle, concernent les cheveux blancs considérés comme vieilles, celles atteintes de maladies incurables ou celles considérées comme folles car épuisées ou désespérées. Ces critères, la maladie, la vieillesse, l'épuisement, le désespoir ou la folie, servirent de base à ce que la chancellerie du Führer appela l'Action 14 F13. Émilie Tillon, la mère de Germaine Tillon, elle aussi déportée, en fut victime. Jusqu'en octobre 1942, il n'y avait qu'un four crématoire. Un second est alors construit. À dater de décembre 1944, les 2 cheminées fonctionnèrent jour et nuit sans cependant parvenir à brûler tous les cadavres. Selon Erika Buchmann, une prisonnière politique allemande, des cadavres furent envoyés au crématorium de Fürstenberg et d'autres brûlés dans la forêt. À la libération du camp, un charnier est découvert devant la commandanture. Des déportés réagissent et résistent. Certaines fabriquent des objets, dessinent ou écrivent. Germaine Tillon, avec ses camarades, rédige une opérette phénoménale, le Verfügbar aux enfers. Le camp est libéré par l'armée soviétique dans les derniers jours d'avril 1945 grâce au concours de la Croix-Rouge internationale suédoise ou danoise. Pierre Brossolette a été arrêté et torturé par la Gestapo. Il se suicide le 22 mars 1944. Après la guerre, Yvonne Audon travaille à l'UNESCO et Agnès Imbert participe à la chasse aux nazis. Sylvette Leleu retrouve ses 2 enfants à Béthune et s'engage dans le travail municipal. Elle dirigea le bureau d'aide sociale. Monsieur Caron fut l'un de ses collègues. Germaine Tillon poursuit ses recherches et enquête sur les crimes nazis. Elle est entrée au Panthéon en même temps que Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonius et Jean Zay.